Bonjour, je m'appelle Renée Lacroix. Je vous invite à écouter les balados des apprentis sages. Allô, ma belle Tashley. Allô, Renée. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Ah, ça va très, très bien, merci. Je suis vraiment contente et privilégiée d'enregistrer cet épisode-là avec toi, ma belle. Jeune finissante, jeune enseignante qui en est à l'aube qui termine sa première, pas tout à fait année encore, disons, premier contrat dans des centres de services. Tashley, tu es une jeune finissante, tu es de la mouture 2019-2023, donc tu as terminé en mars dernier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Toi, Tashley, tu venais du cégep, donc le BEPP, c'était ta première formation universitaire? Exactement. J'ai fait mes sciences humaines, puis après ça, je suis allée directement au BEPP. Excellent. Tu as toujours su que tu voulais enseigner, Tashley? Je dirais que oui et non. Oui, parce que quand j'étais petite, j'avais ce rêve-là en tête. À partir de ma 5e année, j'admirais beaucoup mon enseignante, donc là, je voulais faire la même chose qu'elle. Mais non, parce que j'ai des intérêts divers. Alors, je m'intéressais aussi à l'histoire. Une fois que je suis arrivée au cégep, je m'intéressais quand même à la relation d'aide, mais je me suis dit qu'enseignante au primaire, ça rejoignait les deux. Je suis quand même dans la relation d'aide et puis, grâce à l'univers social que je vais enseigner, je vais pouvoir faire vivre ma passion pour l'histoire aussi. Ah, c'est bien, c'est bien. Je reconnais ta belle sagesse ici. Nous, Tashley, notre histoire, en fait, on peut dire qu'on a une histoire, parce que on a eu la chance d'être, en tout cas, moi, j'ai eu le privilège de t'accompagner pendant 2 années comme superviseur. C'est pas commun comme pratique, mais en fait, tu avais choisi, lors de ton stage 3, de faire ton stage dans la région de Montréal, le 3 et le 4. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui supervisais dans la région de Montréal. Rappelle-moi, ma belle, tu as fait ton stage 3 dans quel contexte? Oui, en fait, j'ai fait mon stage 3, c'est ça, dans la région de Montréal. J'ai choisi une école en milieu très défavorisé. Donc, si on regarde l'échelle de défavorisation, c'était 10. Et j'ai fait ce choix-là conscient parce que c'était le genre de milieu dans lequel je voulais enseigner. Puis, c'était une école aussi multiculturelle. Donc, il y avait plein d'enfants qui parlaient diverses langues aussi à l'école. C'est un super beau milieu, belle équipe école. Puis d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mais c'est l'école dans laquelle j'ai eu mon premier contrat. C'est vrai, tu as Oui. raison. Puis le stage 4, ben c'est un peu poursuivi dans la même lignée, je dirais, hein? Tu Mhm. avais un peu les mêmes aspirations, mais tu voulais t'ouvrir à un autre milieu. Donc, tu t'es retrouvée dans quel contexte pour ton stage 4, dis-moi? Le stage 4 était dans un milieu quand même assez similaire, une école aussi défavorisée, multiculturelle, mais je dirais qu'il y a des écoles que quand tu fais juste regarder l'échelle de défavorisation, tu vois que les 2 sont à 10. Donc tu dis: «Ah, c'est défavorisé», mais dans mon stage 4, je ressentais plus les besoins, que ce soit sur le plan des apprentissages, Ouais. mais aussi sur le plan affectif parfois pour les enfants. Donc, je Mmh. le ressentais plus dans mon école de stage 4. C'est intéressant ce que tu dis, Tashley, parce que, tu sais, en fait, on va mettre un numéro pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est dans cette échelle-là. Mais, tu sais, derrière une échelle de ce type-là, ben il y a des êtres humains. Puis Mhm. c'est un élément sur lequel tu as toujours été très, très sensible, la place de l'enfant dans son apprentissage, être là pour les enfants, tout l'aspect relationnel, c'est des grandes, grandes forces que tu as en toi, puis que tu as été capable de mettre à profit autant dans ton expérience de stage 3 que dans ton expérience de stage 4. Là, c'est assez inné pour toi de créer le lien avec les élèves puis de les accueillir où est-ce qu'ils sont dans leurs besoins. Oui, effectivement. Puis tantôt, tu disais, c'était mon choix d'avoir un stage dans un milieu multiculturel, dans une école défavorisée. Qu'est-ce qui appuyait ce choix-là, Tashley? Parce qu'on s'entend que
c'est pas nécessairement un choix commun. Donc, toi, tu l'as demandé. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette demande-là pour toi? Oui, ça vient beaucoup de mon expérience personnelle parce que moi, j'ai grandi dans ce genre de milieu-là. Je suis d'origine haïtienne, donc c'était vraiment important pour moi, quand je suis devenue enseignante, d'être un modèle pour les élèves, issus de la diversité ethnique. Donc, je voulais me retrouver dans des écoles multiculturelles. Puis, je sais que parfois, on peut avoir des idées préconçues justement sur les milieux multiethniques et défavorisés parce que ça fait peur. Là, quand on regarde, si on fait juste regarder le chiffre, ben là, on peut être effrayé puis se dire, oh, il va y avoir beaucoup de défis. Mais quand on est dans ces milieux-là, on remarque concrètement qu'il y a beaucoup de belles choses aussi Ouais. que ça nous apporte. Tu as parlé un peu tantôt aussi de l'équipe. Moi, j'ai vu des Mhm. enseignantes associées autour de toi. Je dis enseignantes parce que c'était deux enseignantes femmes. Tu sais, j'ai vu des enseignantes et des enseignants engagés autour de toi. J'ai vu des gens de cœur autour de toi qui ont été là pour te soutenir puis qui ont été capables de te supporter aussi dans cet apprentissage-là parce que il y a quand même aussi, ça demande une certaine ouverture, évidemment. Tu sais, si on fait juste s'arrêter à la barrière de la langue, bien déjà Mhm. là, tu sais, je prends le temps de nommer le mot barrière parce que pour communiquer avec certains enfants, mais avec les parents, c'est un défi en soi. Qu'est-ce que tu as rencontré comme enjeu, je dirais, peu importe, dans les deux expériences, puis même dans ton expérience de contrat, parce que tu as dit que tu étais Mhm. dans ton ancienne école de stage. C'est quoi les grands enjeux que tu as rencontrés, Ashley, au niveau du multiculturalisme? En fait, ce que j'ai pu percevoir, surtout dans mon contrat, c'est que je vais avoir des élèves qui viennent de classes d'accueil, puis avec leurs parents, ça va parfois être un petit peu plus difficile de se faire comprendre. Par exemple, je pense à l'un de mes élèves, il a été intégré, donc il n'était pas dans ma classe depuis le début de l'année. Il est arrivé vers la fin de l'année quand moi j'ai eu mon contrat et la maman s'exprimait en espagnol. Elle comprenait le français, mais elle parlait uniquement espagnol. Donc, j'ai dû faire appel à la technologie, par exemple, grâce à Classe Dojo, qui offre de la traduction. Donc, ça, c'était un outil quand même assez intéressant parce qu'on peut directement faire traduire nos messages dans Classe Dojo. On en envoie, puis la personne a l'option de cliquer sur traduction. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, toi, tu écrivais en français, Oui. puis quand tu lui envoies le message, elle peut simplement cliquer sur traduction, elle va sélectionner la langue, je suppose, et puis après ça, elle va avoir le message dans la langue demandée. C'est ça, et moi, je pouvais faire la même chose. Oh, ça, c'est un bel avantage parce qu'on entend souvent dans les centres de services qu'il peut y avoir le service de certains interprètes, Mhm. mais c'est pas nécessairement pour chacune des petites communications qu'on a à faire au quotidien. C'est davantage pour des rencontres, je pense. Je pense pas me tromper si je m'avance sur ce sujet-là, hein? Oui, c'est vrai, et puis ça me fait penser que dans mon stage 4, j'ai accompagné, une autre enseignante durant les rencontres de parents parce que moi, je parle créole, haïtien. Donc, elle avait une maman qui parlait créole uniquement et j'ai pu l'accompagner là-dedans, traduire pour elle. Donc, ça m'a Ah, quand même servi. elle devait être contente. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Là, on parle d'un exemple là, du français à l'espagnol, mais pour t'avoir accompagné toi, mais avoir accompagné d'autres de tes collègues aussi dans certains milieux multiethniques, des fois, on parle de 18, 19 langues différentes dans une même classe. Donc, le défi, la responsabilité, je dirais, de la communication pour l'enseignant dans ce contexte-là est vraiment importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez en équipe, de se partager des moyens, des trucs, des façons de faire pour communiquer de façon efficace avec les parents et avec les enfants même, là? Mmh. Ben, c'est sûr qu'entre collègues, on en discute et puis aussi, je
trouve qu'on fait vraiment appel à la technologie. Ça nous facilite quand même la vie, ce genre d'options-là avec Classe Dojo, par exemple. Ouais. Sinon, il peut aussi avoir l'ancienne méthode d'écrire dans l'agenda, mais ça, en tout cas, moi, personnellement, je l'utilise moins parce que je sais que ça va être un petit peu plus complexe pour la compréhension parfois. Ouais. Puis corrige-moi Mmh. si je me trompe, mais j'ai vu souvent dans des milieux aussi où est-ce que ben, on fait appel aux enfants directement, Oui. ou est-ce qu'on demande aux enfants de traduire pour leurs parents, entre autres. Donc, ça aussi, ça demande une grande confiance de l'enseignant vis-à-vis l'enfant, parce que là, ben des fois, il y a il s'avère être un messager, en fait, là. Donc, Mmh. est-ce que ça, c'est une pratique que toi, tu as utilisée avec tes élèves? C'est pas une pratique que j'utilise d'emblée parce que, je veux éviter de faire porter le fardeau de la responsabilité à l'enfant. Il a le droit d'être un enfant lui aussi, alors je veux vraiment que la communication se fasse avec les parents et puis aussi, je veux que les parents, ils puissent se sentir quand même compétents parce que parfois, au fil du temps, quand c'est toujours ton enfant qui t'aide à traduire tes messages, j'imagine qu'il va avoir un sentiment de compétence qui va se perdre un petit peu. Donc, j'essaie de plus utiliser d'autres moyens pour que je sois vraiment le seul courroie de Ouais. communication. Mais j'imagine que c'est sûr qu'à la maison, l'enfant, parfois, il va traduire pour ses parents. Oui, certainement. Puis, tu as vraiment raison. Tu mets le doigt sur un élément important. On veut aussi échanger avec le parent dans une Mmh. fluidité aussi. Donc, c'est aussi de leur offrir un moyen pour être capable d'être autonome à ce niveau-là. Puis, je trouve ça vraiment, je reconnais encore là ta belle sagesse, ton cœur sur la main pour protéger aussi la place de l'enfant dans son processus d'apprentissage, dans son rôle d'apprenant, en fait, hein. C'est ce qu'on veut lui faire porter. Qu'est-ce que tu as gardé? Tu sais, tantôt, tu disais, ben, tu sais, j'ai utilisé mon expérience à moi pour être capable d'être l'enseignante que je suis. Qu'est-ce que tu as pris de cette expérience-là, je dirais, pour la transférer chez la Tashley enseignante maintenant? Ah, j'en ai pris, j'essaie d'en prendre le plus possible. Par exemple, j'ai fait des activités, que ce soit dans mon groupe de stage 4, mais aussi avec le groupe que j'ai en contrat, heu, où on utilisait les langues maternelles pour faire un lien avec l'apprentissage du français. Donc, maintenant, il y a beaucoup de sites comme Elodil où on peut trouver ce genre d'activités-là et puis j'avais vu qu'on pouvait faire les phrases négatives dans les langues maternelles des enfants OK. et comparer avec le français. Comme ça, on peut remarquer les similarités, les différences et puis, consolider, des notions de grammaire en français. Puis ce que j'ai trouvé beau quand j'ai fait ces activités-là, c'est de voir que des enfants qui étaient parfois réservés, parfois timides, mais là, ils avaient hâte d'expliquer comment on disait une phrase négative dans leur langue. Ils avaient hâte de Mmh. devenir l'expert de quelque chose. Puis ils avaient hâte aussi ils étaient contents de voir que leur enseignante ne savait pas nécessairement tout, que moi aussi, pour la prononciation de mots dans une autre langue, c'était difficile. Donc, je me retrouvais dans la même posture que dans laquelle eux, ils se retrouvent parfois quand ils apprennent le français et que c'est difficile. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vraiment, tu as vraiment raison. C'est une belle façon de se montrer, ben, vulnérable, hein, parce que quand on apprend quelque chose, je veux dire, on n'a pas nécessairement le parfait contrôle de la situation. Donc, je trouve que c'était vraiment une belle idée. Puis, je t'écoute parler, Tashley, puis je vois en toi l'enseignante consciencieuse, responsable, tu sais, qui a vraiment qui prend son rôle d'enseignante à cœur. Puis je le sais aussi pour avoir échangé beaucoup avec toi que un des éléments sur lequel tu te questionnes beaucoup, c'est beaucoup par rapport à ton jugement professionnel que tu es en train de développer comme jeune novice, évidemment. On a eu beaucoup de discussions autour de cette thématique-là, toi et moi. C'est quelque chose qui
tracasse, je dirais, hein, de dire, ben, est-ce que la décision que j'ai à prendre par rapport à l'évaluation de mes élèves, est-ce qu'elle est appuyée sur mon jugement professionnel? C'est quoi la place du jugement professionnel? À la fin de ton premier contrat, tu as terminé ta 4e année comme étudiante, tu as eu la chance d'avoir un contrat pour terminer l'année scolaire dans ton ancienne école de stage, comme tu le disais. Euh, Elle en est où, ta réflexion par rapport au développement de ton jugement professionnel à ce moment-ci? Ma réflexion évolue à tous les jours, je dirais. Puis c'est positif parce que au début de mon contrat, je suis arrivée, j'ai essayé de faire vivre des évaluations en mathématiques, que ce soit en compétences 1 ou 2 à mes élèves. Et puis on va dire que j'ai frappé un mur, dans le sens que je regardais les résultats de mes élèves, je les comparais aux résultats qu'ils avaient dans leur bulletin à l'étape 1 et 2, et je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Donc là, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je devais améliorer et comment je vais réussir à prendre l'évaluation et le rendre au service de mes élèves. Et en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'elles utilisaient des méthodes comme pouvoir permettre aux enfants d'être en équipe pour faire des C1, donc des grosses résolutions de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de lecture dans les C1 et c'est pas la lecture qu'on veut évaluer. Oui. Et aussi, elles pouvaient permettre à leurs élèves d'avoir leur cahier outils, donc le cahier avec toutes les notions en mathématiques. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant comme façon de faire et je connaissais pas ça. Alors, j'ai fait la même chose avec mes élèves. Et là, j'ai constaté quand même qu'il y avait des améliorations. Et puis, par rapport à mon jugement professionnel, aujourd'hui même, j'étais avec ma conseillère pédagogique et on a regardé ensemble les notes que je voulais mettre au bulletin. On a fait le bulletin de l'étape ensemble. Alors, ça a été un grand soutien par rapport à ça. C'est intéressant parce que ce que tu sembles nommer, Tashley, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu es en train de dire que oui, tu en es consciente du développement de ce jugement professionnel-là, que tu es en train de forger doucement, mais ton réflexe premier a été d'aller chercher du soutien aussi des pairs, de t'ouvrir, puis de quand même de nommer de façon, je dirais même vulnérable un peu, de dire, ben je constate que mes élèves ont un écart important. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ben il y a des pistes qui sont arrivées sur la table. Tu as eu l'ouverture de se dire, bon, ben qu'est-ce qui me convient dans ces pistes-là? Puis, entre autres, je me souviens qu'on ait discuté ensemble, que tu me dises, mais je savais pas, René, que j'avais le droit de faire ça. Puis, tu Oui. sais, la notion de droit, pour toi, c'est important de dire, est-ce que je peux prendre une décision puis être appuyée, en fait, par cette décision-là? Le fait de te tourner vers tes collègues a été une façon d'aller valider cette autorisation-là, je dirais. Comment tu t'y prends, je dirais, avec tes élèves au quotidien? Si on prend, entre autres, au niveau des mathématiques, tu parles qu'il y a un droit de consultation. Tu en as parlé avec les élèves? Comment tu as amené cette notion, cette façon-là de faire différent avec eux, je dirais? Pour leur permettre de faire certaines évaluations en équipe, je dirais que la première chose, c'est que j'ai pas dit c'est un examen. Donc ça enlève déjà une notion de stress qui est très présente malheureusement déjà chez des élèves Oui. qui ont seulement 10-11 ans. Là. Oui. Donc je leur ai pas dit que c'était un examen. J'aurais dit que ils allaient pouvoir le faire en équipe pour discuter de qu'est-ce que tu comprends dans cette résolution de problème-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire comme première étape, comme deuxième étape? Et puis déjà, je trouvais que mes élèves étaient très réceptifs parce qu'ils étaient contents d'être en équipe. Même si c'était moi qui avais choisi les équipes, ils étaient vraiment contents de pouvoir avoir le soutien de leurs coéquipiers ou coéquipières pour les aider à s'améliorer. Et puis, pour le fait d'avoir leur cahier outils en mathématiques, bien, c'est sûr que ça leur faisait Oui. plaisir aussi. Oui. Il y a comme une solidité qui est là. Puis en fait, dans Mhm. l'évaluation, ben on n'évalue pas s'il est capable
de se souvenir de la formule ou s'il est capable, mais on veut voir l'application qu'il en fait. Donc, on est en cohérence avec ce qu'on évalue. En fait, je pense que c'est là l'idée d'appuyer son jugement sur certaines décisions, c'est de voir, mais c'est quoi mon intention? Derrière cette intention-là, c'est de mettre les ressources au service des élèves. Encore une fois, tu sais, je revois le respect des enfants parce que je me souviens qu'on en a discuté ensemble, puis tu me disais, ça te brisait le cœur. Tu te sentais vraiment pas bien dans cet écart-là qu'ils vivaient entre les notes qu'ils avaient à l'autre bulletin puis le résultat qu'il y avait présentement. Tu termines l'année scolaire avec tes élèves dans quelques jours, en fait. Comment ça s'est passé, ce premier contrat-là, pour toi, Tashley? Ben, j'aurais jamais cru que j'apprendrais autant. Vraiment, en parlant avec des finissants au bac avant que je sois finissante, on me disait que tu vas voir, quand tu vas avoir ton premier contrat, tu vas tellement apprendre. Puis je savais que ça allait être le cas, mais à ce point, apprendre à me faire confiance par rapport à mon jugement professionnel, apprendre à juste être dans le moment présent avec mes élèves, à avoir du plaisir avec eux, bien ça a été vraiment ce que j'ai retenu de mon premier contrat. Oh, c'est si beau de t'entendre. Tu parles d'échanger puis de parler avec des jeunes enseignants. Si demain matin, Tashley, tu rencontres nos finissants là, qui vont terminer cette année à l'Université de Sherbrooke, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir quand tu as terminé, toi, quand tu as été finissant? Je leur dirais d'abord, c'est sûr que tu vas faire des erreurs. Des erreurs, tu vas en faire plein, mais c'est parfait. Ça va te permettre d'apprendre. C'est sûr que si c'est la première fois que tu enseignes une notion, ça se peut que tu te trompes, puis c'est correct. Tu peux aller chercher de l'aide avec tes collègues, tu peux aller chercher de l'aide avec des conseillers pédagogiques. Il y a plein de monde dans une école qui sont là pour toi. Il faut juste que tu ailles mobiliser tes ressources. Puis je dirais aussi, fais-toi confiance. Fais confiance à ton jugement professionnel. C'est toi qui es avec ton groupe. C'est toi le chef, entre guillemets, de ta classe. Alors, même si tu vois que, par exemple, tes collègues font 5 examens de mathématiques, si tu sens que tu en as besoin seulement de 4 pour avoir le portrait de tes élèves, ils sont rendus où dans leurs apprentissages, fais-en 4. Ouais. C'est correct. C'est inspirant de t'entendre. J'entends une grande sage qui commence en enseignement, mais qui a un charisme qui est contagieux, je dirais. Donc, de mon côté, ma belle Tashley, j'ai simplement envie de te souhaiter, premièrement, des bonnes vacances, parce que là, ça va être le temps des vacances pour toi. Puis surtout, de te remercier profondément de ta participation au balado, mais aussi d'avoir fait partie de ma vie pendant ces 2 années-là. Ça a été un bonheur de te voir cheminer puis de te voir encore évoluer. Donc, je te souhaite le meilleur pour ta suite professionnelle, ma belle Tashley, puis à bientôt. À bientôt. Merci, René.